Merci Marie-Jean Tric avec Yoann Chérifi et Dominique Lepicard en direct de Pithiviers, 16h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur notre antenne. À l'heure actuelle, vous le voyez, le président Emmanuel Macron est sur le site de l'ancienne gare de Pithiviers dans le Loiret. C'est de là-bas qu'il va s'exprimer aujourd'hui pour les 80 ans de cette rafle du Veldiv. C'était les 16 et 17 juillet 1942. Près de 13 000 personnes de confession juive avaient été arrêtées à Paris et dans la banlieue parisienne par la police française. 8 000 d'entre eux avaient été ensuite internés dans le palais des sports du Vélodrome d'hiver dans le 15e arrondissement de la capitale avant d'être évacués vers des camps à Drancy, à Pithiviers donc, ou encore à Bonne-la-Rolande. Et en hommage aux victimes, donc, Emmanuel Macron va prononcer cet après-midi un discours donc, depuis ce site de l'ancienne gare de Pithiviers, second lieu de déportation de France avant les camps de la mort comme Auschwitz. Avec nous cet après-midi pour nous accompagner du service politique de BFM TV, Agathe Lambré et Benjamin Duhamel, ainsi que notre invité Laurent Joly, historien de la Shoah et directeur de recherche du CNRS, auteur de ces livres La rafle du Veldiv. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà cet ouvrage donc aux éditions Grasset, publié au mois de mai dernier, qui retrace évidemment cette page historique dont il est question aujourd'hui, 80 ans après ce drame qui a coûté la vie à plusieurs milliers de Juifs, dont moins de 200 sont revenus vivants. On va faire le point justement avec vous, Laurent Joly, avant d'entendre le président, sur ce drame de la rafle du Veldiv. Oui, alors ce drame, et encore quand on dit moins de 200 survivants, c'est en prenant en compte ceux qui n'ont pas été trouvés les 16 et 17 juillet 42 et qu'on a arrêtés plus tard en 42, en 43, en 44. Quand on regarde les quelques 12 884 personnes qui ont été arrêtées, 12 400 ont été déportés, il y en a certains qui ont pu sortir. Et c'est sur 12 400 qui ont été déportés, il n'y en a qu'une centaine qui sont revenus. Donc voilà, la plupart sont rentrés les adultes souvent sont rentrés dans le camp, ont été esclaves, sont morts très vite. Et un grand nombre, notamment tous les enfants, ont été gazés immédiatement à l'arrivée. Enfin, c'est ça Auschwitz-Birkenau. Vous avez deux directions, les chambres à gaz et le camp qui est sans doute le pire qui a eu lieu pendant la guerre. Alors pour résumer ce qui s'est passé, le gouvernement de Vichy a accepté en tout début juillet 1942 de seconder les Allemands. Les Allemands étaient obligés de passer par le gouvernement de Vichy qui gardait jusqu'en novembre 1942. Il y a encore une zone libre, il y a un gouvernement qui a un certain nombre de marges de manœuvre. Et donc les autorités allemandes n'étaient pas assez nombreuses pour elles-mêmes faire des opérations en zone occupée. Et puis surtout, on craignait que la population, si c'est des Allemands qui opéraient, que ça se passe moins bien. Donc on avait besoin de Vichy, on avait besoin que ce soit des policiers français. C'était plus rassurant, ça permettait de rendre les choses plus efficaces. Et les Allemands n'avaient peut-être pas les moyens non plus. Ils n'étaient pas assez nombreux. Ça, c'est la donnée de base. Ils n'étaient pas assez nombreux. Vous savez, la France, l'idée allemande, c'est un très grand pays, la France. Quand on regarde les Pays-Bas, la Belgique, c'est 10 fois plus grand, la France. L'idée allemande, c'est d'administrer ce pays, d'où d'ailleurs une zone libre. Sinon, on aurait occupé tout le pays. Si on a laissé une zone libre, c'est parce que c'était l'intérêt allemand. Hitler n'a pas laissé une zone libre pour faire plaisir aux Français. Donc, l'idée, c'est d'être le moins nombreux possible pour administrer ce très grand pays, donc de se reposer sur l'administration en place. Donc, on a besoin, pour des raisons politiques et pour des raisons logistiques, on a besoin de l'accord du gouvernement de Vichy, et cet accord va être obtenu. Voilà, on l'a déjà dit, 2 raisons essentielles, la collaboration, une forme de volonté d'alignement aussi sur la politique allemande, et cet antisémitisme propre à Vichy qui est avant tout xénophobe. On veut se débarrasser des Juifs étrangers. Laval, Bousquet, on le disait tout à l'heure, ne sont pas des antisémites de tradition. Eux, ce sont des gens qui viennent de la République, qui pensent que l'Allemagne va gagner la guerre, qui veulent avant tout occuper le pouvoir. Ce sont des opportunistes. Bousquet pourrait servir n'importe quel régime. Pierre Laval, il est passé de la gauche au centre droit. Enfin voilà, jusqu'à donc livrer ces 40 000 jusqu'à livrer. Et donc la plus grosse opération de cet accord qui a été trouvé, Vichy dit d'accord, on va vous donner les 40 000 juifs que vous voulez. Mais on va négocier, on va les choisir ensemble, et vous allez nous laisser faire. Parce qu'en 1941, il y a eu 3 rafles, à chaque fois il y avait des Allemands. Soit qui opéraient, soit qui étaient sur le terrain, et ça c'était jugé humiliant. Parce que vous voyez, il y a en plus une logique de souveraineté qui va se greffer. Donc, on arrive à ce que, 16 et 17 juillet 1942, à Paris, on arrête 13 000 personnes, il n'y a que des policiers français. Préfecture de police de Paris, donc des gardiens de la paix, vous voyez ce joli nom, gardiens de la paix, dont la mission ordinaire, qui est d'assurer le maintien de l'ordre, est totalement dévoyée. Ils vont arrêter
des familles au petit matin. Et on va continuer évidemment de dérouler cette histoire pour ceux qui nous rejoignent. C'est aussi l'occasion, évidemment, cette page spéciale autour de cette commémoration, et bien justement de se souvenir de ce qui s'est passé exactement. Les images en direct de Pithiviers, cette ancienne gare d'où ont été déportés de nombreux juifs qui avaient d'abord été internés donc au Vélodrome d'hiver, ce qu'on dit rafle du Veldiv. Et c'est là qu'était justement ce matin la première ministre Elisabeth Borne. Elle a tenu à revenir sur cette responsabilité de l'État qui avait été actée, déjà on en parlait tout à l'heure, en 1985 par Jacques Chirac. On écoute Elisabeth Borne, en 95, pardon. Notre pays a attendu 1995 et les mots du président Jacques Chirac. 1995, il y a moins de 30 ans, pour reconnaître sa responsabilité. C'était une étape forte, nécessaire. Ce fut un soulagement aussi, immense. Un de ces moments où les mots mettent enfin une réalité sur les choses, sur l'indicible. La force de ces paroles reste ancrée profondément en chacun de nous. Car pour garder son honneur, notre pays devait et doit regarder son histoire en face. Voilà donc pour le discours d'Elisabeth Borne. En attendant, toujours le discours d'Emmanuel Macron qui était prévu à 15h, voilà, mais on attend toujours. Et c'est l'occasion évidemment de revenir sur ce qui s'est passé donc en juillet 42, il y a exactement 80 ans. Laurent Joly, on le disait donc, des Juifs d'abord arrêtés dans la capitale et dans la banlieue. Pour beaucoup, ils sont emmenés au Vélodrome d'hiver, qui est à la base rien d'autre qu'un parc des sports. Un palais des sports. Un palais des sports, voilà. Et ensuite, ces personnes ont été envoyées vers les camps de Beaune-la-Rolande, notamment de Drancy aussi, et de Pithiviers. C'est là où se trouve aujourd'hui, en ce moment même, le président de la République, Pithiviers, qui a été une ancienne gare de déportation ensuite vers le camp d'Auschwitz. Oui, alors puisqu'on a du temps, puisqu'on attend ce discours, profitons-en peut-être pour juste dire quelque chose qu'on n'a pas encore dit, qui me paraît très important, c'est que ce choix du gouvernement de Vichy de livrer des familles entières était totalement exorbitant par rapport au droit international, à la convention donc de La Haye, qui réglementait à l'époque la guerre et ce qui se passe après une défaite, l'occupation, mais aussi par rapport à la convention d'armistice. Donc les Allemands n'avaient pas le droit, quand vous regardez la convention d'armistice, vous regardez de demander comme ça de livrer des familles entières pour les déporter dans un endroit qui était d'évidence criminel. On se doute bien, Hitler, vous savez, Hitler fait au début de l'année 1942 2 déclarations publiques où il annonce qu'il va exterminer les Juifs d'Europe. Ces discours ont été publiés dans la presse. Donc on sait très bien que quand on affrète des trains en plein contexte de la guerre pour envoyer des Juifs, en plus on va en prendre au moment de la rafle du Veldiv, des gens qui sont unijambistes, qui ont des problèmes pulmonaires, des enfants en bas âge, des femmes enceintes, on se doute bien que c'est pas pour le travail. Donc il y avait d'évidence un dessein criminel. Et Vichy avait tous les moyens légaux de s'y opposer. Ce que va faire le gouvernement danois, il faut quand même le dire, parce que parfois quand on entend certains, on a l'impression que le gouvernement de Vichy n'avait pas le choix. Or il y avait le choix. Le gouvernement danois, le Danemark est occupé, le Danemark collabore, et pourtant le Danemark va refuser de livrer des Juifs parce qu'ils savent qu'au bout, c'est la mort. Donc la France aurait pu dire non, aurait dû dire non. Aurait dû dire non. En Belgique occupée, il n'y a même pas de gouvernement qui peut faire. Le maire de Bruxelles, en juillet 42, s'oppose aux rafles. Dit, moi, je n'ai pas le droit de demander à ma police, c'est pareil qu'à Paris d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant de comparer Bruxelles et Paris, parce que dans les deux cas, c'est la police municipale qu'on veut mobiliser. Et là, le maire de Bruxelles dit, je n'ai pas le droit de faire ça. La Convention de La Haye m'oblige à mettre ma police au service de l'occupant s'il y a des troubles à l'ordre public, et s'il n'y a pas de troubles à l'ordre public, là, ce que vous me demandez, c'est illégal, et je risque des poursuites pour arrestation arbitraire. C'est incroyable. C'est une lettre datée du 6 juillet 42. Ben, les Allemands ne peuvent pas l'obliger. Ils reviennent à la charge de mois plus tard. Finalement, ce sont eux qui doivent faire, les Allemands, avec les effectifs qu'ils ont en Belgique, les arrestations. Ils n'arrêtent que 660 Juifs. Les 2/3 des Juifs survivront à Bruxelles, à Anvers où le maire collabore. Là, on en arrêtera bien plus. Donc, vous voyez qu'il y avait des marges de manœuvre pour dire non. C'est très important pour comprendre que ce qui s'est passé est un choix délibéré
du gouvernement de Vichy et que René Bousquet, le chef de la police de Vichy, a donné l'ordre à la préfecture de police de Paris. Et donc, à partir du moment où vous avez le chef de la police, donc Vichy, qui donne l'ordre à la préfecture de police de Paris de faire ça, c'est le drame, c'est l'engrenage criminel qui commence. Alors, comme ce sont des gardiens de la paix, comme ce sont des policiers ordinaires, ils ne vont pas tous être zélés. D'où ce résultat qui est paradoxal, c'est que d'un côté, c'est une opération énorme, on a arrêté 13 000 personnes, mais de l'autre, et là, ça nous renvoie au bilan dont on parlait tout à l'heure, parce qu'en France, effectivement, c'est ça qui permet à des falsificateurs la majorité des Juifs ont survécu. Et dès la première rafle, alors qu'il y a un effet de surprise, quand on vise des femmes, des enfants, ce sont des familles polonaises, on parle mal le français, on est souvent très pauvres. Les Juifs sont pas riches, ils sont très pauvres, la plupart. Dans l'Est parisien. Dans l'Est parisien, c'est des familles très modestes qui sont ailleurs. Les 2 tiers arrivent à échapper. Parce que vous avez des policiers qui ont prévenu, parce que vous avez des voisins qui ont été solidaires, parce qu'au moment de l'arrestation, là aussi, on voit des policiers qui ont eu pitié. Donc tout ça explique cette réalité contrastée de la rafle du Veldiv. On pourra notamment revenir sur le rôle des justes, qu'ils ont joué dans cet épisode. On va juste prendre la direction de Pithiviers avec Marie Gentric sur place, sur ce site de l'ancienne gare de déportation. Marie Gentric, vous êtes toujours sur place. On attend le discours évidemment d'Emmanuel Macron. Où en est-il actuellement ? Eh bien, Emmanuel Macron vient de terminer la visite du musée. Je dis musée parce que cette ancienne gare de Pithiviers, c'est désormais devenu un lieu de commémoration, un lieu de mémoire qui est inauguré aujourd'hui, 80 ans jour pour jour, après la rafle du Veldiv, inauguré donc en présence d'Emmanuel Macron. C'est un lieu qui accueillera beaucoup de visites scolaires, notamment pour réaliser un travail de mémoire. On a pu voir des images d'Emmanuel Macron qui se recueillait notamment devant les images des victimes, des personnes qui ont été dans cette gare et qui ont ensuite été déportés vers Auschwitz. Alors je vous le disais, Emmanuel Macron devrait arriver maintenant d'ici 1 minute à l'autre sur ce podium que vous pouvez voir juste derrière moi pour prononcer un discours qui devrait durer une trentaine de minutes. Les conseillers de l'Élysée sont restés assez discrets, assez secrets même sur le contenu de ce discours. Ce que l'on sait, c'est que c'est une prise de parole qui devrait être assez forte, assez puissante, assez offensive sur la question de l'antisémitisme, contre un antisémitisme qui continue à rôder de façon insidieuse. C'est ainsi qu'ont parlé les conseillers du président de la République. Emmanuel Macron qui devrait également revenir sur la question du révisionnisme historique, tout particulièrement le rôle joué par le maréchal Pétain lors de la Seconde Guerre mondiale. On le rappelle, au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs polémiques concernant les actions du maréchal Pétain, tout particulièrement pendant la période de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, donc, qui devrait arriver d'1 minute à l'autre maintenant. Il est accompagné par plusieurs de ses ministres, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Plusieurs rescapés du Veldiv sont présents dans l'Assemblée pour écouter le discours d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Marie Gentric avec Yohann Cherifi. Laurent Joly, je vous vois regarder très attentivement les personnes que l'on aperçoit sur ces images. Vous disiez tout à l'heure que vous les connaissez tous à peu près ? Pas tous et toutes, mais en tout cas de vue, je vois Ginette Kolinka qui est, je crois aujourd'hui, la rescapée la plus âgée, rescapée d'Auschwitz. Je crois qu'elle a 97 ou 98 ans, donc on a très peu de gens. On n'a plus aucun rescapé de la rafle du Veldiv. Peut-être Esther Seno qui avait évité la rafle et qui a été arrêtée plus tard et déportée d'Auschwitz. Donc vous voyez qu'on a plus qu'une poignée de rescapés. Également au premier rang, alors que le président... On voit Serge Klarsfeld, bien évidemment, Beat, leur fils Arnaud. Je vois Marcel Stensberg, qui est un monsieur qui, à l'époque, était âgé de 5 ans et qui a réussi à sortir de Pithiviers parce qu'il était malade. Il a réussi grâce à quelqu'un qui a réussi à le sortir. La plupart des enfants malades, évidemment, n'ont pas pu avoir sa chance. Voilà, et depuis, il témoigne. Je vois Jacques Fredge, le directeur du mémorial de la Shoah, qui a celui avec les visite. Voilà, le monsieur qui était là à la droite du président Macron. C'est le monsieur avec les lunettes, c'est ça ? Voilà, et là, lui serre la main. Claude Boschurberg, qui est un proche de Serge Klarsfeld, un grand militant de la mémoire. Et Emmanuel Macron, voilà. On le comprend, qui va prendre la parole maintenant dans quelques secondes. Pour ceux qui nous rejoignent, on attend à Agathe Lambray, on le disait tout à l'heure, un discours très offensif du président de la République qui va dépasser le simple cadre de la mémoire.
pour parler aussi d'antisémitisme. Oui, un discours offensif face à cet antisémitisme qui rôde toujours parfois de façon insidieuse, dit l'Élysée. L'Élysée qui précise que le chef de l'État a par exemple été très préoccupé par une affaire récente. Elle remonte au début du mois de juin sur un parking d'Avignon. Une fresque, une immense fresque qui a été retirée depuis, mais une très grande fresque représentant Emmanuel Macron en marionnette dont Jacques Attali, l'économiste issu d'une famille juive, tirait les ficelles. Donc en fait, une fresque qui reprenait tous les codes des caricatures antisémites. Et cette fresque, ce qui est hallucinant, c'est qu'elle est restée en place parce que la métropole et la mairie d'Avignon, la mairie socialiste d'Avignon, n'y voyaient pas de problème. La maire d'Avignon avait même dit que comme il n'y avait pas d'inscription sur cette fresque, eh bien, c'était la libre interprétation de chacun, alors que la réalité qui sautait aux yeux, c'est que cette fresque était antisémite. Eh bien, elle est restée quelques jours avant d'être retirée sous la pression de la préfecture. Voilà, ce genre d'événement qui continue à se produire encore en France. On a eu aussi les manifestations contre le pass sanitaire où des manifestants arboraient une étoile jaune, mélangeant absolument tout. Des manifestants qui brandissaient aussi des pancartes avec différents noms de personnalités juives, avec cette inscription « Qui ?» point d'interrogation. Sous-entendu, qui dirige les médias ? Les Juifs, selon eux. Voilà, donc Emmanuel Macron va faire référence à l'actualité pour livrer ce discours offensif. Dans les pas de Jacques Chirac, la question c'est va-t-il réussir à réactualiser le discours historique de Jacques Chirac? L'Élysée n'en a pas dit plus, on ne sait pas s'il y aura des annonces ou pas. On le saura dans quelques instants, évidemment. On voit le président qui continue de saluer les personnes présentes pour participer à ce discours, à cette commémoration. Notamment, on a vu aussi Éric de Rothschild, le président du Mémorial de la Shoah, qui va s'exprimer aussi cet après-midi, a priori, voilà, qui est devant le pupitre juste avant donc, la prise de parole du président de la République. Donc Emmanuel Macron qui continue de serrer les mains. On a vu aussi l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. On a vu la famille Klarsfeld. On a vu beaucoup de monde rassemblé aujourd'hui autour du président. En attendant donc cette première prise de parole, je le disais, d'Éric de Rothschild dans quelques instants, a priori. Laurent Joly, qu'est-ce qui continue de se passer là dans ces minutes avant cette prise de parole? Des personnes. Oui, c'est Pierre-François Veil, le fils de Simone Veil, qui s'occupe justement du comité Yad Vashem en France, donc qui donne ce titre de juste qui a été attribué, je crois, à 4200 au dernier comptage. Chaque année, il y en a des nouveaux. Un mot aussi peut-être sur Éric de Rothschild qui va prendre la parole, qui est président du Mémorial de la Shoah. L'importance de cette institution. Oui, le Mémorial de la Shoah est né... vous savez, la France a eu la chance d'avoir le premier centre de recherche au monde sur l'histoire de l'extermination des Juifs. Ça s'appelait le Centre de documentation juive contemporaine qui avait été créé dans la clandestinité dès 1943 et qui a commencé à travailler vraiment à partir d'archives dès les années 40. Et puis, c'est devenu le Mémorial de la Shoah en 1980, au début des années 2000. Bon, on va écouter justement Éric de Rothschild, le président du Mémorial de la Shoah. Le président de la SNCF, celui qui est actuel et l'ancien, que je salue ici, chers lauréats du CNRD, chers ambassadeurs de la mémoire, qui sont parqués, je crois, quelque part là-bas, et surtout, chers amis anciens déportés, chers amis anciens résistants, chers amis justes, chers amis rescapés et familles, pour qui l'histoire de la Shoah est aussi une tragique histoire familiale. Monsieur le Président de la République, votre présence ici à Pithiviers en ce jour du 17 juillet 2022, en ces lieux qui sont si chargés d'histoire et de souffrance, est non seulement un grand honneur pour le mémorial, mais c'est aussi un geste de soutien dont nous sommes particulièrement reconnaissants. Il témoigne de l'aide que vous et vos prédécesseurs avez toujours apportée au mémorial dans son œuvre de défense de la mémoire des déportations, mais aussi celui de la transmission et d'éducation qui devient de plus en plus importante. 80 ans jour pour jour après la rafle
du 16 et 17 juillet 1942, la plus grande perpétrée contre les Juifs en France, nous sommes réunis en ces lieux mêmes de l'étape que les familles éprouvées allaient suivre après celle déjà terrible subie au Vélodrome d'hiver. D'autres hommes avaient précédé l'arrivée en ces lieux, et c'est dans cette gare, ainsi que dans celle de Beaune-la-Rolande, que 3700 hommes, arrêtés lors des premières rafles massives du 14 mai 1941, à Paris en banlieue, celles que l'on a nommées celles du billet vert, sont arrivées depuis la gare d'Austerlitz. Un an plus tard, ils seront parmi les premiers déportés de notre pays au camp d'Auschwitz-Birkenau. Au total, dans cette gare, c'est plus de 16 000 Juifs de France, hommes, enfants, femmes, qui allaient transiter par ces gares pour être parqués dans les camps érigés à proximité. L'initiative en revenait au Troisième Reich et au gouvernement français de Vichy dans le cadre d'une collaboration dramatiquement efficace. Mais cette gare témoigne aussi de l'évolution de la politique menée par les nazis que symbolise la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942. Désormais, les Juifs d'Europe ne devaient plus être simplement internés et exclus de la société, mais ils devaient être assassinés dans un génocide à l'échelle de toute l'Europe. Entre le 19 et le 22 juillet, des trains partis de la gare d'Austerlitz à Paris, vidant le Veldiv, amènent 7600 personnes, des familles entières cette fois-ci, dont 4000 enfants, qui seront aussi enfermés dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande en préparation de leur déportation. Ils monteront ici même, dans les jours et les semaines suivantes, dans d'autres trains pour la funeste destination. Les portes de fer des 6 convois partis de Pithiviers et des 2 convois partis de Beaune-la-Rolande, dont les dates s'égrènent sur les quais derrière nous, vous les verrez quand vous ferez la visite du lieu. Donc, dans les dates s'égrènent dans le quai derrière vous, se sont refermés à jamais sur les visages des 1100 hommes, femmes et enfants juifs, victimes de la haine et de l'antisémitisme. Pour eux, parmi eux, le convoi numéro 6, parti il y a 80 ans, le 17 juillet 1942. Au bout de ces rails, à 1500 km d'ici, il y avait la Judenraupe d'Auschwitz-Birkenau. Il y avait la mort préméditée, planifiée et perpétrée par les criminels nazis. S'il ne reste plus aucun vestige des camps, les gares et les rails demeurent les seuls témoins matériels de cette tragédie. Cette gare témoigne donc du basculement d'une politique d'exclusion raciale en un génocide. L'ordre de déportation des enfants n'avait pas encore été donné par les dirigeants du Reich. Et quand les autorités françaises, gardiens des camps, obéissant à l'ordre de séparer les enfants de leur mère, en passe d'être déportés, des cris déchirants de rage et de révolte retentirent derrière les barbelés des camps. Personne n'a pu oublier le spectacle terrifiant de ces femmes éplorées, serrant les enfants dans leurs bras, utilisant leur force dérisoire pour faire face à des gendarmes qui les terrassaient à coups de crosse
exécutant ces ordres inhumains. Les enfants resteront seuls, abandonnés, avec quelques infirmières et gardes d'enfants pour les loger, les nourrir, les consoler. C'était une barbarie à nul autre pareille. Ces enfants que les enfants ne réclamaient pas encore, ces enfants que l'État français ne voulait pas sauver, allaient être transférés au camp de Drancy à partir du 15 août 1942, ceci à la demande de Laval à l'occupant, et ils furent à leur tour tous déportés, seuls, sans leurs parents, et assassinés immédiatement après leur arrivée. N'en déplaise à certains, cette gare témoigne de l'antisémitisme profond et inhumain de la Révolution nationale dans cet État français dirigé par Pétain, Laval, Bousquet. Cette gare témoigne de l'aide que Vichy a apportée aux nazis dans la persécution des Juifs en mettant à sa disposition les Allemands, son administration, sa police, sa gendarmerie, ses trains. 80 ans après, aucun survivant des convois des Crans du Loiret n'est encore en vie. Le dernier carré et quelques enfants sauvés de la déportation dans des circonstances toujours totalement extraordinaires sont encore là. Ils n'ont rien oublié des drames et des crimes de l'été 42 et des horreurs qu'ils ont vécues. Quelques-uns d'entre vous sont encore là et je vous salue et je dois dire, très ému de pouvoir vous accueillir ici, dans cette gare que vous avez connue, dans des circonstances totalement différentes. Aujourd'hui, les milliers de noms et de visages des victimes de cette haine sont désormais inscrits au sein de cette gare. Le sort des Juifs des 8 convois de la mort partis de ces gares fut tragiquement singulier. Et c'est cette singularité que nous avons souhaité pleinement restituer en réhabilitant ce lieu et en créant cette exposition que vous allez voir dans quelques instants. Les gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande sont inscrites au cœur de la tragédie vécue par les Juifs au cours de ce que Serge Klarsfeld, que je salue et que je remercie pour son travail extraordinaire, Serge Klarsfeld a donc appelé ce moment de l'histoire de France la page la plus noire qu'a connue la France. Il aura fallu attendre plus de 50 ans après la fin de la guerre pour qu'une simple plaque soit apposée en 1994 à son initiative sur les murs de la gare à la mémoire de ces déportés juifs. Je veux redire une nouvelle fois à notre ami Serge notre gratitude pour son œuvre immense. Ce nouveau lieu de mémoire de la Shoah en France s'inscrit dans la longue chaîne de la transmission que le mémorial a entrepris depuis des années. Dès 1946, le premier pèlerinage organisé par les quelques survivants de la Shoah ramène les familles des disparus sur le site des camps et chaque année, fidèlement, ils reviendront honorer la mémoire de leurs camarades disparus. À chaque fois, ils associeront à leur hommage la population de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pour l'aide que certains de leurs habitants leur avaient courageusement apportée au cours des longs mois d'internement. Il faut aussi rappeler les nobles figures comme celle de l'infirmière et assistante sociale de Pithiviers, Madeleine Roland, qui a fait un travail extraordinaire. Elles étaient si peu nombreuses et a fait ce travail extraordinaire d'essayer par tous les moyens de pouvoir aider ces enfants abandonnés. Il faut aussi rappeler
que le docteur Paul Cabanis, le maire de Beaune-la-Rolande, a aussi été un élément particulièrement positif dans le soutien à ses enfants. Et pourtant, la mémoire de la déportation des Juifs est demeurée, ici comme ailleurs, difficilement audible pendant des décennies, dans un pays qui, jusqu'à la déclaration historique de Jacques Chirac en juillet 1995, refusait pleinement de reconnaître la responsabilité de la France dans la persécution et la déportation des Juifs, tant français qu'étrangers, rappelons-le. Rappelons que la seule image, c'est tout à fait extraordinaire, que la seule image censurée du chef-d'œuvre d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, sorti en 1956, la seule image qui a été censurée est celle du képi du gendarme français qui gardait le camp de Beaune-la-Rolande. Ceci, je dirais, est totalement révélateur du chemin parcouru depuis lors jusqu'à votre présence ici, aujourd'hui même, Monsieur le Président de la République. Pour ceux qui souhaitent que cette mémoire soit sanctifiée, il ne s'agit pas de réclamer une repentance. Il s'agit simplement de demander reconnaissance et justice et que l'on puisse ici, comme dans d'autres lieux d'où les exactions se sont perpétrées, enseigner la tolérance et les leçons de cette histoire. Il aura fallu toute la ténacité des personnalités comme le rescapé d'Auschwitz, Henri Boulavko, que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup aimé, lui et ses camarades, de Serge Klarsfeld et d'Hélène Bouchargé et d'Éliane Klein, les fondatrices du CERCIL à Orléans. Il faut aussi mettre en avant l'aide des maires d'Orléans et de Pithiviers, et de Beaune-la-Rolande et de Jargeau pour que l'oubli et l'indifférence ne s'installent pas à propos des camps du Loiret. Leur histoire est maintenant pleinement reconnue. Elle peut rayonner dans toute la région à partir du musée mémorial installé à Orléans et de cette gare si tragiquement utile. Derrière le caractère presque anodin et banal de ces murs, derrière l'apaisement que l'on sent en regardant notre belle campagne française, se cache bien plus. Quelque chose qui nous ramène à l'essence même de ce que fut la collaboration, l'internement, la déportation, la Shoah. C'est le massacre d'une population porteuse d'une culture et d'une éthique universelle. Cette gare nous parle du passé, d'un passé encore une fois enfoui et indiciblement douloureux, d'un passé que certains tentent de nier ou de falsifier. Mais cette inauguration historique se situe dans le présent d'aujourd'hui, dans la nécessité d'une histoire à perpétuer, le rappel des valeurs de la République, alors bafouées, mais aujourd'hui retrouvées. Malheureusement, l'antisémitisme, qui, loin de disparaître, se diffuse aujourd'hui sournoisement ou ouvertement par des préjugés ou par des idéologies. Il se diffuse sur les réseaux sociaux ou encore récemment à travers cette fresque scandaleuse sur les murs d'Avignon. Il se diffuse verbalement, il se diffuse physiquement. Cet antisémitisme mortifère alimente et justifie aux yeux des terroristes islamiques les morts qu'ils commettent. Nous ne pouvons pas ne pas rappeler l'assassinat de Mireille Knoll, de Sarah Halimi, des enfants de l'école Ozar Torah ou de l'assassinat barbare d'Ilan Halimi
victimes d'un préjugé qui n'a jamais cessé de servir. Ils sont tous victimes de la haine et de l'intolérance élevés au rang d'un credo. Centre d'archives, lieux culturels, lieux de connaissance et de transmission, d'enseignement et de formation, le mémorial est un acteur totalement engagé dans la société française. Nous utilisons, et j'utilise exprès ce terme d'utilisons, nous utilisons l'histoire de la Shoah et de tous les génocides comme des outils de réflexion et d'enseignement dans la construction de notre présent et de notre avenir. La mission d'éducation du mémorial n'est pas d'être uniquement tournée vers le passé, celui de la Shoah et de l'histoire des génocides. Notre mission, je dirais même principale aujourd'hui, nous amène à enseigner les conséquences du racisme, de l'intolérance qui mène au génocide. Nous voulons contribuer et contribuer utilement à une société française de tolérance et qui n'oublie pas les leçons du passé. Aussi, nous sommes tournés vers les jeunes et les moins jeunes générations afin de les amener à renforcer leur esprit critique, à déconstruire ces préjugés racistes et antisémites, ces haines fabriquées qui deviennent des slogans ou des signes de reconnaissance, ainsi que les théories complotistes. Cette jeunesse aura à préserver cette histoire qui risque d'être tant malmenée et à défendre avec force et conviction notre République, le futur de nos vies, de notre monde libre et démocratique. C'est en forgeant une telle humanité, un tel peuple français, que l'on crée à la longue un rempart contre la haine de l'autre et la barbarie. Je voudrais terminer en rappelant que c'est grâce à la SNCF, Monsieur Pépi et Monsieur Fourangeau, Monsieur Forandou, pardon. C'est grâce à vous deux que nous avons pu réussir cette reconstruction et je les remercie de leur détermination et leur engagement sans faille dans ce projet qui était courageux mais totalement nécessaire. J'y ajoute les équipes de la SNCF et de ses filiales, mais aussi les équipes du Mémorial qui ont œuvré pendant plusieurs années aux côtés de celles du Mémorial en réalisant un travail tout à fait remarquable que vous verrez dans quelques instants. Je vous remercie et je passe la parole au président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Éric, je suis très heureux et ému d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureux. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional Centre-Val de Loire, Monsieur le Président du Conseil départemental du Loiret, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le maire de Pithiviers, Messieurs les présidents du CRIF, si j'ose dire, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Monsieur le Président du Mémorial de la Shoah, Monsieur le Président de la SNCF, cher Monsieur Farandou, cher Guillaume Pépi, Madame et Monsieur Klarsfeld, chers rescapés, témoins, enfants cachés, résistants et justes parmi les nations, chers amis, Mesdames et Messieurs. Le 16 juillet 1942, il était 4 ou 5 heures du matin lorsque des policiers français
se mirent à frapper aux portes de foyers du Marais, de Montmartre, de Belleville et de Ménilmontant, de Nanterre, de Clichy. Des milliers de familles basculèrent alors en plein cauchemar, simplement parce qu'elles étaient juives. Sur des paliers encombrés de jouets d'enfants, face à des portes que personne ne fermait à clé, les policiers n'eurent besoin que d'une arme, des listes d'hommes, de femmes, d'enfants, dont le seul tort était d'être juifs, et qu'ils embarquèrent dans ces bus de la honte qui furent le prélude au train de la mort. 5 jours durant, le Vélodrome d'hiver se transforma en premier cercle de l'enfer. Et dans cette antichambre des camps, devant leur geôlier en képi, des familles françaises se chuchotaient des mots en yiddish pour se rassurer, en se disant que la France ne ferait jamais cela, ne pouvait pas faire cela. Pourtant, la France le fit, l'État français le fit. L'État français parqua ses familles, les retrancha dans des camps d'internement à Drancy, à Beaune-la-Rolande ou ici à Pithiviers, avant de les déporter dans des camps d'extermination où, dans leur immense majorité, ils furent aussitôt assassinés dans les chambres à gaz. Une gare comme celle-ci, où nous nous retrouvons aujourd'hui, entre une mairie et un clocher, la France en compte des milliers. Mais il y a 80 ans, les 14 convois de la mort qui sont partis de cette gare ou sont passés par cette gare en ont modifié le visage à jamais. C'était le 25 et 28 juin 1942, le 17 et le 31 juillet, le 3, le 5, le 7 août, puis les 6 convois du 17 au 28 août avec leurs milliers d'enfants qui transitèrent d'abord par Drancy, et le dernier, le 21 septembre. Tout au long de l'été 1942, Pithiviers devint ainsi, avec Beaune-la-Rolande, non loin, une plaque tournante de la Shoah. Chacune de ces 2 villes, avec leur camp d'internement où affluaient les Juifs raflés dans toute l'Île-de-France, le Cher, le Loiret, la Bourgogne, entrèrent cet été-là, cet été de sang, dans la tragédie de l'histoire. Depuis Pithiviers, on déporta d'abord les hommes, puis les hommes et les grands adolescents, puis des femmes qu'on arracha à leurs enfants. Déjà orphelins sans le savoir encore, ces derniers restèrent seuls pendant des semaines, tondus, hagards, entassés dans des baraquements de tôle, recroquevillés sur de la paille rongée par la vermine, avant d'être poussés à leur tour sur les rails d'Auschwitz. Pas un seul d'entre eux n'est revenu. Ni Annette, ni Serge, ni Sarah, ni Henriette. Ni Raymond qui, à 3 ans, parlait déjà comme un petit homme en déclarant à qui voulait l'entendre qu'il allait partir tout seul pour rejoindre sa mère qu'on lui avait prise. Cette gare, qui fut un lieu de deuil, d'horreur, nous en faisons aujourd'hui un lieu de mémoire. Pour honorer le souvenir des 16 000 Juifs, dont 4 700 enfants, qui furent internés de 1941 à 1943 à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Et avec eux tous les Juifs, français et étrangers, qui furent victimes de l'Allemagne nazie et de la France de Vichy. Je veux répéter ici les mots du président Chirac prononcés le 16 juillet 1995. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Reconnaissance, ensuite, constamment confirmée par tous ses successeurs. Oui,
agissant au nom de la France, trahissant l'esprit et l'espoir de la République. L'État français de Pétain, Laval, de Bousquet, d'Arquier de Pellepoix, l'État français manqua de manière délibérée à tous les devoirs de la patrie des Lumières et des droits de l'homme. Car pas un seul soldat de l'Allemagne nazie ne prit part à la rafle des 16 et 17 juillet 1942. Tout cela procédait d'une volonté et d'une politique gangrénée par l'antisémitisme, initiée dès juillet 1940, et dont les racines plongeaient dans les décennies qui précédaient de notre histoire. Le 3 octobre 1940, de sa propre initiative, l'État français avait institué un statut particulier des Juifs, un statut que le maréchal Pétain, de sa main même, avait rendu encore plus odieux. Après la rafle du Veldiv, l'État français persista avec la livraison aux Allemands en zone occupée de 10 000 Juifs étrangers de la zone libre, qui étaient internés dans les camps d'Emile, de Gurs, de Rivesaltes, du Vernet, de Noé et du Recébédou, ou arrêtés lors de la grande rafle du 26 août dans les 40 départements de la zone contrôlée directement par les hommes de Vichy. Si ce sont les nazis qui ordonnèrent le port de l'étoile jaune, c'est encore l'État français lui-même qui imposa la mention « juif » sur les papiers d'identité. Et c'est lui qui étendit cette politique de discrimination, d'exclusion, de persécution, qui fut, à dire vrai, initiée dès le 6 avril 1940 par un décret qui assigna à résidence tous les tziganes, qu'il poursuivit et aggrava par la loi du 13 août 1940, qui entendait traquer les francs-maçons au nom de la lutte contre le judéo-maçonnisme, par la loi du 14 août 1941, qui instituait les sections spéciales, ces tribunaux d'exception destinés à condamner à mort des communistes et des anarchistes, et par la loi du 6 août 1942, voulue par l'amiral Darlan, qui s'attaquait aux homosexuels et qui, hélas, resta si longtemps en vigueur. Cette politique de persécution s'inscrivait dans un dessein pensé et conçu comme tel par les dirigeants de Vichy. Elle procédait du désir de venger les forces vaincues lors de l'affaire Dreyfus. Il leur fallait effacer la République, incarnation d'une nation édifiée sur 2 millénaires, héritière de 1789, pionnière des droits de l'homme. Ils voulaient éradiquer ce régime qui avait reconnu l'innocence du capitaine Dreyfus et tout ce qu'il emportait avec lui. Ignorant, ce faisant, que la fidélité à la France ne saurait s'inscrire dans la trahison et le renoncement à l'esprit de la République, car l'un et l'autre sont indissociables. La France de Vichy venait de loin, insidieusement. Et en quelques mois, elle a éteint les lumières, sali les couleurs, trahi les valeurs de notre nation. La responsabilité de la France y était engagée, pour le pire. Mais si la France s'est trahie elle-même à travers ce régime, parce qu'elle avait renoncé à ce qui lui est inséparable, la République, l'humanisme, ce n'était pas là toute la France. Ce n'était pas là toute la République, même pas la République du tout. La République et l'esprit de la France n'étaient pas à Vichy, pas à Paris, pas à Drancy. La République vivait encore, et avec elle l'esprit de la nation. Avec ces policiers qui, les 16 et 17 juillet 1942, tournèrent le dos ou détournèrent le regard pour que des Juifs puissent échapper à leur sort, et ceux qui formèrent ensuite leur propre réseau de résistance. Elle vivait sous la plume du cardinal Saliège, écrivant publiquement dès le 23 août 1942 « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Tout n'est pas permis contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. » Elle vivait avec ceux qui deviendraient des justes parmi les nations,
et qui, partout en France, cachés, sauvaient des Juifs au péril de leur vie. Elle vivait avec les 80 parlementaires qui, le 10 juillet 1940, refusèrent les pleins pouvoirs à Pétain. Elle vivait avec Paul Didier, seul magistrat de France qui ne prêta pas serment de fidélité à Pétain. Elle vivait avec De Gaulle et les forces de la France libre à Londres et sur le sol africain. Elle vivait avec Daniel Cordier, Hubert Germain, André Malraux, Jacques Chaban-Delmas, avec ses 1038 compagnons de la Libération, combattant sous le soleil de Bir Hakeim ou dans l'ombre du Paris occupé. Elle vivait avec Lucie Aubrac, prenant tous les risques pour faire évader son mari et tant de ses réseaux de résistants. Elle vivait sous la plume de Kessel et Druon, qui sur un coin de table d'un restaurant londonien écrivirent le chant des partisans. Elle vivait avec Manoukian et ceux de l'affiche rouge, français et républicains de cœur et de combat. Elle vivait avec Mendès France et Blum, jugés de la manière la plus inique par les tribunaux de Vichy. Voilà. La République, l'esprit de la France, vivait. Et avec eux, la France véritable, fidèle à elle-même, partout où elle trouvait à résister et à survivre. Émanation de l'esprit français, transmis de génération en génération, instruite par 2000 ans d'histoire de notre pays, aboutissement d'un long cheminement, elle vivait, et avec elle, la grande aspiration de la nation initiée en 1789. Cet esprit, ses principes, ses valeurs, vivaient et animaient celles et ceux qui prirent 1000 risques pour la défendre et qui permirent aux 3/4 des Juifs de France, à 180 000 adultes et 59 000 enfants, d'échapper à la folie criminelle des hommes de Vichy. C'est parce que la République et l'esprit de la France vivaient encore que le gouvernement provisoire de la République française décida, le 9 août 1944, de proclamer sa permanence contre la France de l'État français, contre l'esprit de Vichy, contre la France de la rafle du Veldiv, et pour que vive la nation. Alors aujourd'hui, grâce au long et douloureux travail de vérité, de mémoire, de justice, qu'ont mené les Juifs eux-mêmes, les survivants qui témoignèrent, mais aussi les historiens qui établirent les faits, document après document, preuve après preuve, les écrivains et les cinéastes qui racontèrent l'horreur, ligne après ligne, image après image, les juristes qui condamnèrent les crimes, jugement après jugement. Nous savons ce que furent le chagrin et la pitié de ces années d'occupation et d'obscurité. Nous savons les faits, leur unicité absolue, leur incomparabilité. Nous savons l'impardonnable et la mécanique de tout cela. Le traumatisme et le déni ont longtemps fait taire la vérité de la Shoah. 10 ans ont passé avant qu'Alain Resnais ne réalise Nuit et brouillard. 40 ans avant Shoah de Claude Lanzmann. 50 ans avant qu'Élie Buzyn ne soulève la chape de silence. Lui qui n'avait pas 12 ans lorsqu'il vit son frère exécuté sous ses yeux pour l'exemple, et qui fut un inlassable passeur dans chaque école, chaque salle de classe, jusqu'à son dernier souffle, il y a 2 mois. Nous avons besoin de ces inlassables partisans de l'esprit de justice, parmi lesquels Serge et Beate Klarsfeld, que je souhaite de nouveau solennellement remercier. Vous qui avez fait de la mémoire des victimes la raison d'être de votre vie, qui êtes, entre autres, à l'origine de ce jardin mémorial des enfants du Veldiv qu'on ne peut traverser sans sentir sa gorge se nouer. Vous qui avez pris tous les risques, vous êtes battus quand la parole était interdite et quand l'oubli était la règle, quand l'effacement était encore la norme.
Vous qui avez redonné des noms, des dates de naissance, puis des visages et des vies à celles et ceux à qui on avait tout pris, la vie comme la mémoire de leur existence. 80 ans après cette éclipse de l'humanité, il est toujours aussi urgent, peut-être plus que jamais, de rappeler l'histoire pour la conjurer. Scruter la haine dans notre passé pour mieux la déceler dans notre présent. Vous l'avez rappelé, cher Éric, et je veux vous remercier pour vos mots, mais surtout pour votre travail, votre engagement, et vous remercier d'avoir rendu cette journée possible et ce nouveau lieu d'histoire et de mémoire possible. Oui, avec la SNCF, dont je salue l'engagement et l'initiative, et comme toutes ses équipes, avec ici la mairie, les collectivités locales, le mémorial de la Shoah, l'ensemble des associations de déportés et d'enfants de déportés, vous avez conduit à nouveau ce travail. Mais il y a comme la métaphore de ce que nous vivons dans les lieux qui sont juste derrière moi et que vous retrouverez dans un instant. On y voit un paysage qui ressemble pour beaucoup à ceux de nos enfances. L'herbe folle, la campagne joyeuse, une forme d'innocence. La nature a repris ses droits dans cette gare longtemps abandonnée. Mais il y a les rails qui ont été dégagés, rappelant la mécanique qui s'est jouée ici. Et il y a là la métaphore de ce que nous sommes tous et toutes en train de vivre. La vie a repris ses droits. On pourrait penser que tout cela est très loin. 8 décennies. On pourrait l'oublier, vivre comme si c'était terminé, d'une autre époque. Ne regardez que l'herbe folle. Non. Regardons ces rails. Visitons cette gare grâce à votre travail. Et ayons la lucidité de voir notre époque. Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme. Et nous devons en faire le constat lucide. Cet antisémitisme est même encore plus brûlant, rampant qu'il ne l'était en 1995, dans notre pays, en Europe et dans tant d'endroits du monde. Il peut, aujourd'hui bien sûr, prendre d'autres visages, se draper dans d'autres mots, d'autres caricatures. Mais l'odieux antisémitisme, comme disait Zola, est là. Il rôde, toujours vivace, persiste, s'obstine, revient. Il se déchaîne dans la barbarie terroriste. Rue Copernic et rue des Rosiers, à Paris, au début des années 80, à Toulouse et Montauban, il y a 10 ans, dans l'hypercachère de la porte de Vincennes, il y a 7 ans. Il s'installe dans la succession des assassinats et crimes antisémites perpétués ces dernières années. Il s'affiche sur les murs de nos villes. Il s'infiltre dans nos réseaux sociaux. Il plastronne sur les tréteaux, applaudi par ceux qui confondent antisémitisme et liberté d'expression. Il profane nos tombes. Il souille les portraits de Simone Veil. Il s'immisce dans les débats sur certains plateaux de télévision. Il joue de la complaisance de certaines forces politiques. Il prospère aussi à travers une nouvelle forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme. N'a-t-on pas cru bon, encore récemment, de rouvrir un sujet pourtant tranché de longue date par les historiens comme par les juristes, sur la participation de Pétain et des hommes de Vichy à la mise en œuvre de la solution finale? Alors répétons-le ici avec force, et n'en déplaise à des commentateurs se faisant révisionnistes. Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni Darquier de Pellepoix, aucun de ceux-là n'a voulu sauver des Juifs. C'est une falsification de l'histoire que de le dire. Et ceux qui s'adonnent à ces mensonges ont pour projet de détruire la République et partant à nouveau l'unité de la nation. Regardez notre vérité en face. Ça n'est pas affaiblir la France ni se repentir. C'est reconnaître tout.
pour ne pas le reproduire. Dans ce contexte, les forces républicaines de notre pays doivent redoubler de vigilance. Car oui, la mécanique de 1940 venait de loin et s'était nourrie de haine, d'un antisémitisme devenu ordinaire, d'approximation, de cette conviction, au fond, chez les uns, que la France était grande quand elle oubliait ses propres errements, quand elle pouvait se libérer de ces principes si encombrants de la République, qui, paraît-il, l'affaiblissaient. Et chez les autres, de cette habitude qu'ils avaient prise, que tout cela n'était pas si important, si essentiel. Ne jamais rien céder, réprimer et punir, commémorer et instruire. Car l'un ne va pas sans l'autre, et nous n'extirperons jamais les racines de l'antisémitisme si nous ne faisons pas lever en même temps les ferments de l'éducation et du dialogue. Il y a 8 décennies, la France de Vichy trahissait ses enfants en livrant des milliers d'entre eux à leurs bourreaux. Ce fut l'État français. Et c'est le devoir de la France, pour être fidèle à elle-même, de le reconnaître et de ne rien céder à ce combat contemporain contre l'antisémitisme. La tragédie du Veldiv nous enseigne que lorsque la France n'est plus en République, l'état de droit disparaît, et avec lui les lois fondamentales qui protègent la liberté et la dignité de tout être humain. Quand la République est en exil, la nation se perd et se trahit elle-même. Car la nation et la République sont un bloc qui fait la France. Cette histoire-là, toute cette histoire, nous continuerons de la rappeler contre l'oubli. Nous continuerons de l'enseigner contre l'ignorance. Nous continuerons de la pleurer contre l'indifférence. Nous continuerons d'en sonder les racines profondes et les ramifications nouvelles contre les résurgences du mal. Et nous nous battrons, je vous le promets, chaque petit matin, car la France s'écrit par un combat de résistance et de justice qui ne s'éteint jamais. Vive la République et vive la France. Ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Ce qu'il fait quand il passe. Parmi
tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. – 17h06 sur BFM TV, la Marseillaise. – 17h07 sur BFM TV. Vous venez d'entendre le discours du président de la République du côté de Pithiviers dans le Loiret pour les commémorations autour des 80 ans de la rafle du Veldiv. Le président de la République qui parle de ces heures noires qui souillent notre histoire mais qui s'intéresse aussi à l'actualité avec cette antisémitisme encore brûlant et rampant. Pour débriefer ce discours du président de la République, Laurent Joly est toujours avec nous, historien. Merci d'être avec nous. Agathe Lambray, Benjamin Duhamel, toujours également en plateau du service politique de BFM TV. Un discours en deux temps. On est revenu d'abord sur les faits historiques. Une deuxième partie sur le présent, Benjamin Duhamel, sur cet antisémitisme. Nous nous battrons, dit le président de la République. On attendait un discours offensif, on l'a eu ? Oui, absolument. Une première partie de discours qui avait pour objectif de rappeler quelle était la ligne historique, mémorielle de la France depuis le discours de Jacques Chirac de 1995. Et en cela, Emmanuel Macron a confirmé, après le discours qu'il avait tenu en 2017, qu'il s'inscrivait bien sûr dans ses pas, en citant d'ailleurs Jacques Chirac. Ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable. Le chef de l'État qui rajoute « l'État français manqua de manière délibérée à tous les devoirs de la patrie, des Lumières et des droits de l'homme ». Voilà donc pour la reconnaissance évidente de la responsabilité de l'État français. Emmanuel Macron qui rappelle que ceux qui sont allés chercher en frappant aux portes de Paris, eh bien, les Juifs n'étaient pas des Allemands, n'étaient pas des membres de la Gestapo ou des nazis, mais c'était bien des policiers français. Emmanuel Macron qui, pour autant, dans un second temps, rappelle aussi que eh bien, la République, ce n'est pas la République qui était là, parce que la République, eh bien, elle aussi, elle vivait encore, dit-il, ces policiers qui détournaient le regard, l'archevêque Saliège de Toulouse, et c'est juste parmi les nations qui ont permis eh bien, d'aider à sauver des Juifs. Et le discours, vous me demandiez si effectivement on avait bien eu un discours offensif. Oui, parce que ce qui était très intéressant là pour le coup politiquement aussi, c'est la deuxième partie de cette prise de parole d'Emmanuel Macron qui a rappelé « Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme plus brûlant, plus rampant, dit-il, qu'en 1995 ».
Et là, évidemment, ce sont des pics qui sont directement adressés à certains adversaires politiques. La complaisance de certaines forces politiques, dit Emmanuel Macron, à l'égard de l'antisémitisme. Là, on peut penser, on en parlait avant, même si bien sûr ce n'est pas cité. Rappelons que pendant la campagne des législatives, 2 députés de la France Insoumise, Daniel Obono, Daniel Simonet, ont reçu à Paris Jeremy Corbyn, l'ancien leader travailliste britannique, qui avait été expurgé de son parti pour accusation de complaisance avec l'antisémitisme. Et bien évidemment, celui qui a choqué, défrayé la chronique pendant cette élection présidentielle en laissant entendre que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs, ce qui est bien sûr faux. Et là, le président de la République a eu des mots très forts. Répétons-le avec force et n'en déplaise à des commentateurs. Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni Darquier de Pellepoix n'ont sauvé des Juifs. Tout cela est, je cite, une falsification de l'histoire. En cela, il cite d'ailleurs un des livres de Laurent Joly qui est ici sur ce plateau. Des mots très clairs pour rappeler que ce que l'on a pu entendre dans la bouche d'Éric Zemmour sur ce mythe du glaive et du bouclier, soi-disant que le maréchal Pétain aurait sauvé des Juifs, tout cela était faux. Il va même plus loin. La France, l'État français, Vichy, le maréchal Pétain, ont non seulement accepté les demandes de l'Allemagne, mais les ont également devancées sur le statut des Juifs, sur la volonté de déporter des enfants. Voilà toutes les vérités historiques qui ont été rappelées par Emmanuel Macron avec un discours offensif pour rappeler la nécessité encore aujourd'hui de lutter contre cet antisémitisme qui est toujours présent. Merci pour cette analyse, ce débrief de ce discours du président de la République à Pithiviers. Laurent Joly, on le disait, sur la fin de ce discours, il y a cet élément, cette partie assez forte sur cette lutte contre la falsification de l'histoire, on le disait, avec ces exemples qui ont été donnés. Vous parliez un peu plus tôt sur notre plateau du discours précédent d'Emmanuel Macron en 2017, qui avait parfois été émaillé de certaines erreurs historiques. Là, l'exercice est réussi aujourd'hui ? Oui, il y en a moins. C'est vrai que là, on entend l'Allemagne nazie, on entend la Shoah, l'extermination des Juifs, c'est une politique nazie. Et la France de Vichy a été complice. Là, ça me paraît clair. Voilà, quand vous lisiez le discours de 2017, que vous l'entendiez, c'était la France qui était responsable non seulement de l'arrestation, mais aussi de la mort. Vous voyez cette fameuse phrase, responsable de l'arrestation et de la mort de 13 000 hommes, femmes et enfants. Et il n'y avait plus du tout d'Allemands. C'était gênant parce que le gouvernement de Vichy ne veut pas la mort de ces gens-là. Le gouvernement de Vichy veut s'en débarrasser. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il faut bien mesurer les responsabilités. Emmanuel Macron qui a aussi insisté sur les justes. Benjamin Duhamel en parlait à l'instant en disant que l'esprit de la France était là, était chez ces personnes qui ont sauvé Ça, c'est vraiment, si vous voulez, le référent Chirac 95. C'est-à-dire qu'il y a la France qui se déshonore et il y a la France qui sauve l'honneur avec les justes. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, maintenant, c'est un incontournable. Et d'ailleurs, cette commémoration, elle concerne à la fois les crimes antisémites de Vichy et la reconnaissance des justes. Donc, ça fait vraiment partie, si vous voulez, de la... Voilà, mais oui, effectivement, j'ai trouvé que ce discours avait de très beaux moments d'un point de vue historique. Ce qu'il a dit sur Pithiviers était très bien, parce qu'il a très, très bien résumé ce qui s'est passé, les différentes catégories qui ont été déportées. D'abord les hommes, ensuite les femmes, ensuite les enfants qu'on voyait à Drancy. Ce qui est intéressant d'un point de vue historique, et qui sera, à mon avis, débattu plus tard par les chercheurs, c'est la question de l'héritage du général de Gaulle. Parce que quand il fait sa déclinaison, là, sa fameuse anaphore, la République, elle vivait. Le général de Gaulle, j'ai compté, il vient en 6e position. Après, le juge Didier, c'est un magistrat qui n'a pas accepté de prêter serment à Pétain, et Cordier. Donc, c'est un peu... Voilà, il y a comme ça des moments un peu de confusion et de relativisation de ce que la République vit. On commence par les policiers quand on est le dos. Ensuite, on a Saliège, on a les justes, on a les 80 parlementaires, on a De Gaulle, on a Cordier, puis ensuite on continue, Lucie Aubrac, Manoukian. Donc voilà, il y a des choses comme ça, toujours un peu déconcertantes avec le président Macron. Puis aussi, là aussi, il faut parler des tziganes, il faut parler des homosexuels. Je n'ai pas très bien compris. Il parle d'une loi d'Amiral Darlan en août 42. L'Amiral Darlan n'est plus là. Les tziganes, avril 40, je ne vois pas tellement le lien. Avec élargir sur la lutte contre la discrimination. Ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, on fait un discours politique sur une catégorie. Il faut parler un peu aussi de tous les autres, même si c'est un peu artificiel. Mais, alors, dernière chose que je retiens de ce discours, c'est une belle défense de la République. Je trouve que c'est des beaux mots qu'on a entendus à la fin. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est un discours qui m'a plutôt impressionné.
Agathe Lambré, pour conclure, on le disait, hein, ce discours il est terminé sur cette mise en garde, redoubler de vigilance par rapport à justement cette phrase « nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme », vous en parliez un peu plus tôt. Ça, c'était important dans ce discours. Oui, il a vraiment rattaché son discours à l'actualité après s'être inscrit dans les pas de Jacques Chirac, avoir bien insisté sur le rôle de l'État français. Après être rentré dans les détails, Emmanuel Macron a fait tout un passage sur l'actualité. Il a fait référence à cette fresque à Avignon début juin. Emmanuel Macron a mis en garde sur le fait qu'il ne fallait pas, il a même fustigé très clairement ceux qui confondaient liberté d'expression et antisémitisme. Emmanuel Macron qui a critiqué aussi la complaisance de certaines forces politiques face à l'antisémitisme, et le chef de l'État qui a aussi répondu très clairement, peut-être pour la première fois aussi clairement, à Éric Zemmour en disant d'un ton un peu méprisant: n'en déplaise aux commentateurs, non, ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet n'a voulu sauver des Juifs. Une réponse extrêmement claire à Éric Zemmour qui a répété pendant toute la campagne que Pétain avait sauvé des Juifs français. Emmanuel Macron veut fermer le banc aujourd'hui. Merci beaucoup Agathe Lambré, Benjamin Duhamel du service politique de BFM TV d'avoir été avec nous. Merci également Laurent Joly, historien, de nous avoir accompagnés pour mieux comprendre donc ce moment d'histoire finalement, la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. L'actualité en ce dimanche, c'est aussi la canicule, cette grosse chaleur un petit peu partout en France, avec 15 départements de l'ouest de la France qui sont passés tout à l'heure en vigilance rouge. Vous le voyez sur cette carte, on a 51 autres départements qui passent en vigilance orange. Pour parler de cette situation, on est avec Patrick Marlière. Bonjour, rebonjour, vous êtes météorologue, directeur d'Agathe Météo. On craignait tout à l'heure de passer en vigilance rouge, on y est. Oui, c'est fait sur tout l'ouest de la France. À partir de demain 13h, on va commencer cette vigilance rouge sur ces départements, puisqu'on attend demain après-midi sur tout l'ouest, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, plus de 40 degrés, voire 40 à 42 degrés sur la Bretagne, 42 à 43 degrés sur la Gironde, les Charentes, jusqu'à 44-45 degrés dans le sud-ouest. Voilà pour ce lundi les départements les plus touchés. Mais vous le notiez aussi, 51 autres départements sont en vigilance orange, canicule, c'est-à-dire qu'on va dépasser là aussi le seuil des 35 degrés sur l'ensemble de ces départements et avoisiner les 40. Et puis les autres départements sont tous dans sa globalité, tous les départements français en dehors de la Corse du Sud sont en vigilance jaune aussi canicule. Donc attention, les fortes chaleurs sont généralisées et on l'annonce depuis plusieurs jours. Effectivement, ce lundi sera vraiment exceptionnel pour ce mois de juillet. Une situation qui peut nous inquiéter. Est-ce que c'est une exception ou est-ce que malheureusement on doit s'habituer à cela? Est-ce que le mois prochain, comme on en a eu en juin, comme on en a eu en mai, on va avoir d'autres phases caniculaires? Même d'ici la fin de ce mois de juillet, on ne va pas être quitte avec cette forte chaleur, puisqu'il y aura une petite accalmie à partir de mardi et mercredi cette semaine où les orages sont attendus. Il y aura une petite dégradation sous forme d'averses et d'orages en fin de semaine prochaine. Et puis les températures vont remonter à partir du 24 juillet. On sera au-dessus des 30 degrés de nouveau jusqu'à la fin du mois sur quasiment aussi l'ensemble du territoire. Donc déjà ce mois de juillet sera très très chaud et sera certainement le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré depuis le début des mesures météorologiques. Et puis, attention, le mois d'août aussi, les données de prévision saisonnière commencent à annoncer effectivement que le temps de ce mois d'août continuera d'être chaud, sec et ensoleillé, avec de petites dégradations orageuses, mais là c'est habituel au mois d'août. Donc oui, on n'est pas quitte tout au long de cet été avec ces fortes chaleurs. Patrick Marlière, excusez-moi de la question, mais pourquoi il fait si chaud? On pense forcément au réchauffement climatique, mais est-ce qu'il y a aussi des conditions, des phénomènes météo qui expliquent cette chaleur? Ah oui, complètement. Il y a deux phénomènes. D'abord, les conditions anticycloniques qui étaient très importantes, c'est-à-dire ces hautes pressions qui se sont installées sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas que la France qui est touchée par ces fortes chaleurs. Ça va de l'Espagne jusqu'en Angleterre. Donc, vous voyez que c'est vraiment tout l'Ouest de l'Europe qui est touché par ces fortes chaleurs. Et puis oui, après ces conditions anticycloniques, il y a cette fameuse goutte froide, cette dépression qui s'installe au large du Portugal depuis quelques jours maintenant, qui va s'évacuer dans les 2 prochains jours. Et puis
c'est elle, par un mouvement rotatif qui fait remonter du sud cette masse d'air chaud qui est présente sur le Sahara, l'Afrique du Nord et qui remonte en Méditerranée sur l'Espagne et sur la France. Voilà, progressivement, elle arrive sur l'ouest du pays et demain et mardi, elle sera sur le nord. Toute la France sera touchée par ces fortes chaleurs. Merci Patrick Marlière d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Je rappelle que vous êtes météorologue, directeur d'Agathe Météo et on rappelle donc ce bilan, cette nouvelle vigilance, 15 départements français en vigilance rouge canicule, 51 en vigilance orange à l'heure actuelle. C'est lié à la chaleur, mais aussi les risques d'incendie dans le sud-ouest. 2 feux en Gironde ne sont toujours pas fixés. On en est à plus de 10 500 hectares de forêt, presque 11 000 même, parcourus depuis mardi. Vous voyez ces images aériennes des dégâts causés par ces feux et notamment par le principal foyer le plus actif, celui de Landiras, où la situation était en partie contenue encore jusqu'à ce matin. 7 200 hectares sont partis en fumée. Les sapeurs-pompiers qui restent en alerte, aussi bien pour lutter contre les flammes que pour protéger la population ou les biens. Alors pour le sous-préfet de Langon, la situation sera malheureusement défavorable avec, on a vu la situation météo qu'on a annoncée, défavorable demain pour les pompiers. Écoutez. Pour la suite, les conditions météo demain, je préfère être tout à fait claires, elles sont extrêmement défavorables. Je suis toujours attentif et je fais attention depuis le début de cette crise à communiquer de la façon la plus factuelle, à éviter des qualificatifs dont on ne maîtrise pas complètement la signification. Donc restons factuels, ce qu'on a demain. Pourquoi on a des conditions défavorables, extrêmement défavorables? C'est qu'on a un cumul de facteurs météorologiques qui nous sont défavorables. Premièrement, demain on a des températures maximum qui devraient être d'environ 44 degrés, demain après-midi. Deuxièmement, on a un taux d'hygrométrie demain, au plus chaud de la journée, donc le taux d'hygrométrie, pour faire simple, le taux d'humidité de l'air, un taux d'hygrométrie qui sera inférieur à 10%. Et enfin, avec ces vents qui ont tourné, on a également un renforcement du vent. Jusque demain, après-midi, fin de journée, soirée et nuit, en tout cas fin de journée, on attend, ce sont des prévisions qui s'affinent au fil du temps, mais on attend à ce stade pour demain en fin de journée des vents supérieurs de l'ordre en rafale de 60 km/h. Voilà, et la situation reste évidemment très compliquée avec cette canicule qui continue de gagner du terrain en France. On vous le rappelle, 15 départements de l'ouest de la France sont placés en vigilance rouge, 51 en orange. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. Chez Promo Vacances, la République Dominicaine est à partir de 899 €, tout compris. C'est une occasion garantie 24 mois. Ah non, elle est bien. Mais elle est en très bon état. Ce serait possible de me faire un petit accro. Pardon? Un POC, quoi, ou un PET. Parce que mes voisins, ils vont penser que c'est une voiture neuve et ça va jaser. Chez Écart, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Avec des véhicules révisés et garantis jusqu'à 36 mois, trouvez l'occasion parfaite sur Écart.fr. Avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos. Grâce à ses tenseurs, ce t-shirt redresse votre dos, renforce vos muscles et soulage vos douleurs en restant invisible sous vos vêtements. Profitez des soldes sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. Ne mettez plus votre vie amoureuse en pause. Et faites les choses différemment avec Élite Rencontre. Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez des profils personnalisés tous les jours sur eliterencontre.fr. La voiture est prête. On prend la mienne. C'est pas mon genre. Ah, un décapotable. Alors, je suis électrisé. Nouvelle Fiat 500, des 139 € par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Intelligente, autorégulée et automatique. Ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix. Valnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Fini les contraintes. Les vacances à domicile.
Piscine Magiline, piscine nouvelle génération. Vous connaissez tous Adriana Carambeu. Adriana et sa silhouette de rêve. Adriana et ses engagements associatifs. Adriana et ses émissions de télé. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a choisie comme marraine de Comme J'aime. Ah bon? C'est pourquoi? Eh bien, parce qu'en nutrition, elle en connaît un rayon. Et vous savez, il n'y a pas de secret. Pour perdre du poids, il faut manger sain et équilibré. Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée. Alors, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. La tagliatelle, elle coûte pas d'oseille. Mon petit chocolat préféré. Chez moi, ils aiment tout ça. J'adore. Miam, miam. En plus, c'est à la vanille. C'est pour qui les bonnes croquettes? La prime famille, c'est moins 10% avec la carte Carrefour et moins 15% en payant avec la carte Pass sur les produits du quotidien les plus consommés par les familles. C'est aussi ça, Act for Food. Mais oh, pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. C'est pas Hop, 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 hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Et si nos histoires de veines s'écrivaient avec Daflon? Daflon 500 mg, efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Master Coach par Terraillon, la balance connectée pour vous aider à perdre du poids. Avec Master Coach, suivez l'évolution de vos masses corporelles jour après jour. Restez connecté à votre bien-être avec Master Coach par Terraillon. Retrouvez Master Coach sur terraillon.com. C'est les soldes chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. C'est ça, bonne nuit. Parce qu'une bonne nuit de sommeil mérite un bon matelas, Emma, créatrice du matelas le plus primé, vous promet le meilleur confort pour faire de beaux rêves et permet à tout le monde de réveiller sa journée. Regardez Les Mignons 2, Il était une fois Gros au cinéma et profitez de 100 nuits d'essai sur emma.fr. Baby, frozen like up beneath. I did hit the flow, been lower than low. If life is a test, where the tutor did go. I'm searching for truth and keeping it real. Le chicken avocado est de retour chez McDonald's. Et découvrez aussi le beef avocado et le veggie avocado. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Cette journée du 18 juillet 2022 sera probablement au niveau des journées du 5 août 2003 et du 25 juillet 2019. 15 départements sont placés en vigilance rouge, des Landes et du Gers en remontant sur la Bretagne. Et c'est totalement inédit, cette vigilance rouge canicule sur la Bretagne. 51 autres départements sont placés en vigilance orange canicule, des températures qui s'annoncent étouffantes donc pour cette journée de lundi. Toujours cette pompe à chaleur sur le pays qui apporte cet air bouillant, cette dépression d'altitude au large du Portugal qui nous apporte donc ce ciel aussi largement dégagé, mais surtout donc cet air bouillant, cet air très chaud sur le pays. Du plein soleil, toujours ce vent d'automne qui se prolonge jusque sur la façade atlantique pour cette journée de demain. Côté température, donc cette masse d'air qui rougit. Au lever du jour, déjà, les valeurs seront extrêmement élevées sur la façade atlantique, comprises entre 20 et 23 degrés, 23 à Bordeaux, 20 degrés à Paris. On attend 27 à Nice et dans le courant de l'après-midi, eh bien, des records absolus risquent d'être pulvérisés, notamment en Bretagne. 40 degrés attendus, 42 degrés localement attendus sur le sud-ouest. D'une manière générale, partout, on sera dans des valeurs nettement supérieures à 35 degrés, 41, 42 degrés sur la façade atlantique, 39 degrés à Paris. Il faudra attendre vraiment la journée de
mardi pour voir de l'air plus frais arriver par l'ouest avec une nette baisse en Bretagne, notamment à Brest. Plus que 22 degrés attendus au meilleur moment de la journée. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. 17h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez aujourd'hui à la une de l'actualité. Cette canicule en France, la France qui suffoque avec désormais 15 départements placés en vigilance rouge par Météo France, rouge à la canicule, 51 en orange, le nord-ouest de la France qui est particulièrement concerné et cette vague de chaleur qui est partie pour durer. Le pic est attendu demain. On fait le point dans cette édition dans quelques instants. Oui, et cette canicule qui n'arrange évidemment pas le travail des pompiers. Près de 11 000 hectares ravagés par les flammes. C'est pour l'instant le bilan des 2 incendies en Gironde qui ne sont toujours pas maîtrisés. Toujours 1200 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les feux, mais aussi protéger la population et les biens. Il est revenu sur les heures noires de notre histoire, sur un antisémitisme encore brûlant et rampant. Les mots d'Emmanuel Macron cet après-midi lors de la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. Depuis l'ancienne gare de Pithiviers, deuxième lieu de déportation des Français des Juifs, un discours qui se voulait offensif contre l'antisémitisme et le révisionnisme historique. Mais avant cela, cette nouvelle vigilance à la météo avec 51 départements désormais placés en vigilance orange canicule ce dimanche. Et vous le voyez, 15 départements sur toute la façade ouest du pays placés en vigilance rouge. Patrick Marlière, météorologue, directeur d'Agathe Météo, était avec nous il y a quelques instants. Il est revenu sur ce phénomène assez inhabituel. À partir de demain 13h, on va commencer cette vigilance rouge sur ces départements, puisqu'on attend demain après-midi, sur tout l'ouest, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, plus de 40 degrés, voire 40 à 42 degrés sur la Bretagne, 42 à 43 degrés sur la Gironde et les Charentes, jusqu'à 44-45 degrés dans le sud-ouest. Voilà pour ce lundi les départements les plus touchés. Mais vous le notiez aussi, 51 autres départements sont en vigilance orange canicule, c'est-à-dire qu'on va dépasser là aussi le seuil des 35 degrés sur l'ensemble de ces départements et avoisiner les 40. Et puis, les autres départements sont tous dans sa globalité. Tous les départements français, en dehors de la Corse du Sud, sont en vigilance jaune aussi canicule. Donc, attention, les fortes chaleurs sont généralisées et on l'annonce depuis plusieurs jours. Effectivement, ce lundi sera vraiment exceptionnel pour ce mois de juillet. Une situation qui peut nous inquiéter. Est-ce que c'est une exception? Est-ce que malheureusement, on doit s'habituer à cela? Est-ce que le mois prochain, comme on en a eu en juin, comme on en a eu en mai, on va avoir d'autres phases caniculaires? Même d'ici la fin de ce mois de juillet, on ne va pas être quitte avec cette forte chaleur, puisqu'il y aura une petite accalmie à partir de mardi et mercredi cette semaine où les orages sont attendus. Il y aura une petite dégradation sous forme d'averses et d'orages en fin de semaine prochaine. Et puis les températures vont remonter à partir du 24 juillet. On sera au-dessus des 30 degrés de nouveau jusqu'à la fin du mois sur quasiment aussi l'ensemble du territoire. Donc voilà, déjà ce mois de juillet sera très très chaud et ce sera certainement le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré depuis le début des mesures météorologiques. Et puis, attention, le mois d'août aussi, les données de prévision saisonnière commencent à annoncer effectivement que le temps de ce mois d'août continuera d'être chaud, sec et ensoleillé, avec de petites dégradations orageuses, mais là c'est habituel au mois d'août. Donc oui, on n'est pas quitte tout au long de cet été avec ces fortes chaleurs. Patrick Marlière, excusez-moi de la question, mais pourquoi il fait si chaud? On pense forcément au réchauffement climatique, mais est-ce qu'il y a aussi des conditions, des phénomènes météo qui expliquent cette chaleur? Ah oui, complètement. Il y a deux phénomènes. D'abord, les conditions anticycloniques qui étaient très importantes, c'est-à-dire ces hautes pressions qui se sont installées sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas que la France qui est touchée par cette forte chaleur. Ça va de l'Espagne jusqu'en Angleterre. Donc, vous voyez que c'est vraiment tout l'Ouest de l'Europe qui est touché par ces fortes chaleurs. Et puis oui, après ces conditions anticycloniques, il y a cette fameuse goutte froide, cette dépression qui s'installe au large du Portugal depuis quelques jours maintenant, qui va s'évacuer dans les 2 prochains jours. Et puis c'est elle, par un mouvement rotatif qui fait remonter du sud cette masse d'air chaud qui est présente sur le Sahara, l'Afrique du Nord et qui remonte en Méditerranée sur l'Espagne et sur la France. Voilà, progressivement, elle arrive sur l'ouest du pays et demain et mardi, elle sera sur le nord. Toute la France sera touchée par ces fortes chaleurs.
Voilà, on a donc ces départements de l'ouest, principalement de la France, qui vont passer en vigilance rouge à partir de demain 13h. Dans le Maine-et-Loire, par exemple, le département est concerné par cette nouvelle alerte. Maëva Lamy, vous êtes en direct justement depuis Angers, mais avant même de passer en rouge demain, il fait déjà très chaud, là au moment où on se parle, à Angers. Effectivement, il fait très chaud. On s'est promené un petit peu dans la ville, on a interrogé des habitants toute la journée et il fait très chaud. Chacun essaye de trouver un petit coin d'ombre. Alors, vous l'avez dit, 15 départements qui sont concernés par cette vigilance rouge canicule par Météo France. Des départements tous situés sur la façade atlantique. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement que ce passage en vigilance rouge? Eh bien, il s'agit du niveau le plus élevé du plan national canicule qui est caractérisé par 4 couleurs, le vert, le jaune, le orange et donc le rouge, un dispositif créé en 2001 par Météo France. Cela signifie que le pays connaît une vague de chaleur très intense et surtout durable et qu'il faut donc adopter les bons gestes. Les autorités appellent par exemple à ne pas oublier de s'hydrater, à éviter la consommation d'alcool, à éviter également de pratiquer une activité physique en plein soleil et puis également à prendre soin, à surveiller les personnes âgées. Cet épisode de forte chaleur devrait se prolonger jusqu'à mardi et surtout demain, ce devrait être la journée la plus chaude avec des pointes de chaleur jusqu'à plus de 40 degrés dans ces départements concernés par la vigilance rouge. C'est la 5e fois qu'une telle vigilance est déclenchée depuis la mise en place, la création du dispositif. À noter que 51 départements et l'Andorre sont également concernés par une vigilance orange cette fois-ci. Merci Maëva Lamy, en direct d'Angers pour BFM TV. Évidemment, on voit cette situation un peu inhabituelle dans le nord-ouest et notamment du côté de la Bretagne avec ces alertes, ces vigilances rouges. Dans le sud-ouest, il fait déjà très chaud, mais la situation va perdurer encore plusieurs jours. Vigilance orange, par exemple, dans le Tarn-et-Garonne, où l'on retrouve Antoine Forestier à Montauban, où l'on tente, vous allez voir, de s'adapter à cette chaleur qui va durer encore plusieurs jours. Pour le 7e jour consécutif, on va dépasser les 35 degrés ici à Montauban cet après-midi, jusqu'à 39 degrés même aux alentours de 17h. Il n'y a pas un nuage à l'horizon, pas une goutte de pluie ces derniers jours. Et pour se rafraîchir, eh bien, il y a ce nouvel équipement qui a été inauguré il y a à peine une semaine, ce miroir d'eau, ces brumisateurs dont les enfants profitent encore à cette heure de la journée. Mais cette chaleur, elle va s'intensifier cet après-midi. Comment les Montalbanais ont-ils prévu de vivre une nouvelle fois cette journée de forte chaleur? Je vous propose de les écouter. Ils sont interrogés au micro d'Amine Mohamed. On se tiendra à l'ombre, on se tiendra à l'ombre, on se mouillera et voilà, et aucun souci. Là, je vais me rentrer au frais là, pendant la période où il va faire le plus chaud. On reste surtout en intérieur et on aère pas trop, mais on rafraîchit la maison. Habituellement, on sort l'après-midi, mais en ce moment, on sort le matin. Voilà, 2 sorties par semaine, ça me suffit à moi. Certains nous disent qu'ils sont habitués à ces fortes chaleurs, mais il faut bien se rendre compte qu'ici à Montauban, habituellement, pour un mois de juillet, c'est 29 degrés la maximale. On est donc 10 degrés au-dessus, raison pour laquelle le département du Tarn-et-Garonne est toujours placé en vigilance orange canicule et ça va durer encore au moins jusqu'à lundi, puisque demain, des records de température sont attendus dans le sud-ouest de la France. Et on pense forcément à tous ceux qui travaillent sous ces fortes chaleurs, car avec cette vague difficile parfois d'exercer son activité, surtout quand les employés sont directement exposés à ces fortes chaleurs. Exemple du côté de Toulouse, où on tente tant bien que mal de résister. C'est un sujet de Jules Boiteau et d'Anne Aguerre. Des vapeurs étouffantes en plein visage, alors que le mercure frôle les 40 degrés. Pour tenir, Brigitte, employée dans ce pressing, a dû adapter ses horaires de travail. Toute la journée, je suis au repassage. Donc actuellement, je commence plus tôt pour terminer plus tôt, vu les grosses chaleurs. Dans ce magasin, certains séchoirs montent jusqu'à 130 degrés et diffusent des effluves brûlants. Le directeur a donc massivement investi dans des appareils de climatisation. On a mis à peu près 8 ou 9 groupes de clim en place pour en fait contrebalancer cette chaleur qui nous fatigue énormément chaque jour. Mais elle sature, les clims en fait saturent, ce qui fait que même au bout du compte, l'après-midi, il fait quand même très chaud. Même problématique dans ce restaurant où le gérant travaille toute la journée juste à côté de la friteuse et du barbecue. Il doit faire au moins 55-60 degrés. Ouais. On supporte un peu avec la clim, mais c'est pas ça qui va nous rafraîchir, quoi. On n'a pas le choix et on fait avec. La Haute-Garonne a été placée en vigilance orange canicule par Météo France. Au total, 37 départements sont concernés sur la métropole.
C'est lié, la chaleur et les risques d'incendie. Dans le sud-ouest, les 2 feux de Gironde ne sont toujours pas fixés à l'heure actuelle. On en est à près de 11 000 hectares de forêt parcourus depuis mardi. Vous voyez sur ces images aériennes les dégâts sur le foyer principal, celui qui est le plus difficile à combattre encore aujourd'hui, celui de Landiras. La situation qui est en partie contenue avec 7 200 hectares tout de même qui sont partis en fumée. Les sapeurs-pompiers restent en alerte car, comme l'explique le sous-préfet de Langon, la situation sera encore plus défavorable demain pour les pompiers. Pour la suite, les conditions météo demain préfèrent être tout à fait claires, elles sont extrêmement défavorables. Je suis toujours attentif et je fais attention depuis le début de cette crise à communiquer de la façon la plus factuelle, à éviter des qualificatifs dont on ne maîtrise pas complètement la signification. Donc restons factuels, ce qu'on a demain. Pourquoi on a des conditions défavorables, extrêmement défavorables? C'est qu'on a un cumul de facteurs météorologiques qui nous sont défavorables. Premièrement, demain on a des températures maximum qui devrait être d'environ 44 degrés demain après-midi. Deuxièmement, on a un taux d'hygrométrie demain, au plus chaud de la journée. Donc le taux d'hygrométrie, pour faire simple, c'est le taux d'humidité de l'air, un taux d'hygrométrie qui sera inférieur à 10%. Et enfin, avec ces vents qui ont tourné, on a également un renforcement du vent. Jusque demain, après-midi, fin de journée, soirée et nuit, en tout cas fin de journée, on attend, ce sont des prévisions qui s'affinent au fil du temps, mais on attend à ce stade pour demain en fin de journée des vents supérieurs de l'ordre en rafale de 60 km/h. 17h41 sur BFM TV. On va prendre le temps de faire le point sur ces incendies en Gironde, à Landiras et à la Teste de Buch. Essayer de faire le point sur la situation concrètement sur le terrain. Pour en parler, le lieutenant-colonel Arnaud Mandous est avec nous. Bonjour, vous êtes officier de communication du SDIS de la Gironde. Évidemment, on a cette nouvelle information, ce nouveau paramètre qui est tombé il y a quelques minutes, cette vigilance rouge qui va concerner notamment la Gironde à partir de demain. Est-ce que ça change quelque chose pour le travail des pompiers sur le terrain? Alors, ça change quelque chose, évidemment. Cependant, nous étions prévenus maintenant depuis plusieurs jours. Nous travaillons avec Météo France heure par heure pour affiner au mieux les prévisions. Et donc, nous étions prévenus que les conditions allaient devenir extrêmes à partir de cet après-midi. Est-ce que vous pouvez faire un point avec nous sur les dernières informations sur le terrain, les surfaces qui ont brûlé sur ces 2 incendies de Landiras et de la Teste de Buch? Oui, donc sur le feu de la Teste, nous sommes pour le moment à 3400 hectares brûlés avec une très forte pression actuelle, notamment du côté du littoral, avec vraiment les vents qui viennent pousser vers le littoral et les très fortes températures qui vraiment rendent très difficile notre intervention. Sur le feu de Landiras, cet après-midi a été procédé à de nouvelles évacuations du village de Cabanac. Environ 2000 personnes supplémentaires ont dû être évacuées. Et là aussi, nous nous préparons à une fin d'après-midi, une nuit et une journée de demain très difficile. D'accord, donc on est d'accord qu'à l'heure où l'on se parle, les 2 feux ne sont toujours pas fixés? Non, ils ne sont pas fixés, ne seront pas fixés aujourd'hui. Je peux déjà vous l'affirmer. On a vu sur ces images les moyens aériens qui sont déployés pour tenter justement de fixer ces feux. Des moyens qui, je crois, ont été renforcés. C'est quelque chose de majeur dans la lutte contre le feu que ces moyens aériens? Alors, c'est effectivement très important. Je vous confirme qu'aujourd'hui, nous avons 6 avions bombardiers d'eau sur le département. Alors, c'est un appui essentiel pour les hommes sur le terrain, même si, traditionnellement, on a l'habitude de dire que la lutte se passe au sol, mais en fait, l'appui aérien des avions est essentiel. Vous faisiez tout à l'heure le point sur les personnes également, puisque c'est aussi l'une des missions des pompiers sur place, de prendre soin de la population. Où en est-on des personnes évacuées dans le secteur? Et donc, je vous le disais, le village de Cabanac, qui fait un peu plus de 2000 habitants, est en cours d'évacuation. Donc, préventive, le village n'est pas direct. Oui, toujours sur une évacuation préventive, comme on a pu le réaliser hier après-midi. On n'est pas du tout dans une phase urgente, mais il s'agit là, avec les prévisions de vent qui vont tourner plein est, voire sud-est,
à partir de demain. Là, on est vraiment sur de la prévention, justement, pour éviter que les populations se retrouvent soumises aux fumées toxiques de l'incendie. Restez avec nous, lieutenant-colonel Arnaud Mandous, mais puisqu'on parle de cette situation en Gironde, on va retrouver notre reporter Isabelle Gaudens du côté de la Teste de Buch pour faire justement un point concret avec vous sur le terrain. On parle depuis plusieurs heures de ces 3400 hectares qui sont partis en fumée dans le secteur et on comprend avec notre invité que les pompiers sont toujours au travail sur le terrain. Oui, c'est ce qu'on a pu observer tout à l'heure, en tout cas il y a quelques minutes avec Alizé Boissin. En fait, on a pu suivre un pompier qui nous a amenés jusqu'à une zone dans laquelle il y a ces fameuses reprises de feu cet après-midi. On était dans la zone qui est déjà fermée, interdite au public, aux habitants. Concrètement, on était sur la route départementale D218 entre d'un côté l'océan et la dune du Pilat qu'on voyait juste sur notre droite et de l'autre côté la forêt. C'est dans cette forêt, dans cette zone-là qu'il y a des reprises de feu et même des départs de nouveaux feux. On a pu apercevoir ces grandes flammes en train de dévorer les pins. On a vu bien sûr plusieurs camions de sapeurs-pompiers, ces pompiers qui se relaient cet après-midi. Encore une fois, il y a ce vent qui se lève tous les après-midi depuis mardi. Le pompier avec qui nous étions nous expliquait que ces températures qui ne cessent d'augmenter et ce vent qui se lève, c'est catastrophique pour ces départs d'incendie. Et puis, on parlait également des moyens mobilisés. On a pu apercevoir cet après-midi les Canadair en action, tous ces pompiers mobilisés. Pourtant, aujourd'hui, ils avaient décidé de mettre davantage de moyens humains sur l'incendie de la Teste de Buch, avec pour objectif de le fixer pour pouvoir éventuellement redéployer les moyens humains vers le second incendie, malheureusement. En tout cas, en fin de journée, là, cet après-midi, le pompier avec qui nous étions nous expliquait que cet incendie est loin d'être fixé. Et puis les températures qui vont augmenter encore demain ne sont pas très rassurantes. Merci à Isabelle Gaudens pour toutes ces précisions avec Alizé Boissin sur le feu donc de la Teste de Buch en Gironde, tout près d'Arcachon. Lieutenant-colonel Arnaud Mandous, vous êtes toujours avec nous pour revenir sur ce foyer principalement maintenant. 3400 hectares, on le disait, partis en fumée et un feu qui n'est toujours pas fixé là non plus. Quelle est la stratégie qui est mise en œuvre sur place ? Écoutez, c'est une stratégie multiple, encore une fois, à la fois une attaque par les équipes au sol, des reprises de feu et des sautes de feu, c'est-à-dire des projections de particules brûlantes qui peuvent se produire sur plusieurs centaines de mètres. Les avions bombardiers d'eau en appui sur les zones les plus sensibles et les plus touchées. Et puis, là aussi, des zones déboisées, en fait, en aval de l'axe de propagation pour essayer de couper la progression du feu en lui coupant le combustible disponible. Voilà, on rappelle qu'il y a, malgré ces feux qui durent depuis plusieurs jours, Arnaud Mandous, aucun blessé, aucune victime dans la population. Et on essaye d'imaginer, nous, à notre place, le travail des pompiers comme ça depuis plusieurs jours avec ces feux qui sont hors normes. On imagine qu'il doit y avoir une sorte de fatigue qui s'installe avec les jours. Comment on fait pour tenir ? Écoutez, d'abord, on surveille la santé de nos sapeurs-pompiers, des médecins, des infirmiers sont au contact de l'ensemble des équipes pour surveiller leur état de santé. Nous faisons des rotations très régulières et puis nous profitons de la solidarité nationale avec plusieurs centaines de pompiers qui viennent de toute la France pour nous aider dans les actions de lutte. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Arnaud Mandous, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Je rappelle que vous êtes officier de communication du STIS de la Gironde. Donc, et on rappelle, c'est quasiment 11 000 hectares brûlés et de feu à la Teste de Buch et à Landiras qui ne sont toujours pas fixés. Dans l'actualité également, à 17h48 sur BFM TV, on en vient à ce discours d'Emmanuel Macron dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. Le président de la République qui était à Pithiviers, dans le Loiret, sur le site de l'ancienne gare d'où étaient partis plusieurs milliers de juifs déportés ensuite dans les camps d'Auschwitz. Le président qui, dans son discours cet après-midi, a notamment adressé une attaque au révisionnisme et une pique à Éric Zemmour. On l'écoute. N'a-t-on pas cru bon, encore récemment,
de rouvrir un sujet pourtant tranché de longue date par les historiens comme par les juristes, sur la participation de Pétain et des hommes de Vichy à la mise en œuvre de la solution finale. Alors répétons-le ici avec force et n'en déplaise à des commentateurs se faisant révisionnistes. Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni Darquier de Pellepoix, aucun de ceux-là n'a voulu sauver des Juifs. C'est une falsification de l'histoire que de le dire. Voilà donc pour l'extrait de ce discours tenu tout à l'heure par le président de la République. Pour revenir justement sur ce qui a été dit par le président, on est en compagnie de Jonathan Arfi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. On annonçait un discours offensif du président de la République. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a dit Emmanuel Macron ? Eh bien, c'est un discours qui est à la fois au passé et au présent. Au passé parce qu'il a remis les pendules à l'heure sur la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs pendant la Shoah. Et il a clos au fond la séquence liée à la présidentielle où on avait vu ressurgir des questions du passé qui semblaient pourtant réglées. Et puis c'est un discours au présent parce qu'il a sonné aussi l'heure de la mobilisation sur les questions de lutte contre l'antisémitisme et au-delà de lutte contre toute l'intolérance et toutes les forces de haine, en appelant notamment à la mobilisation à travers le champ de l'éducation. Donc je crois que c'était un message important, d'autant plus qu'un certain nombre de membres du gouvernement étaient présents, dont le ministre de l'Éducation nationale. Effectivement, on a vu beaucoup de membres du gouvernement, on a vu également le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, le ministre, vous le disiez, de l'Éducation auprès d'Emmanuel Macron aujourd'hui, et de nombreuses figures également des anciens rescapés, des rescapés de cette rafle du Veldiv. On a entendu également avant le président, le président du mémorial de la Shoah s'exprimer, Éric de Rothschild. Qu'avez-vous pensé de cette première partie, on va dire, de ce discours qui est revenu là aussi sur toute l'histoire et sur toute cette page qu'il ne faut pas tourner aujourd'hui encore en 2022? Effectivement, on a tendance à imaginer que la rafle du Veldiv n'a concerné que le lieu parisien. Mais effectivement, c'était important de venir ici à Pithiviers rappeler qu'il y a eu des camps d'internement dans le Loiret, à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande, et que de là, les trains sont ensuite partis pour ces déportés. Je crois que c'était une séquence qui était extrêmement forte en émotion, était également présent aujourd'hui Serge et Beate Klarsfeld, dont l'engagement de leur vie est précisément de retracer l'histoire de ces déportés, de leur redonner des noms et des visages. Et Éric de Rothschild, dans son discours, a rappelé l'engagement de toutes les associations de mémoire pour que, à la fois, nous exigions la vérité sur l'histoire, mais qu'aussi il y ait un effort de fait sur la transmission aux jeunes générations. Merci beaucoup, Johan Arfi, président du CRIF, d'avoir réagi donc à ce discours d'Emmanuel Macron notamment. Restez bien avec nous sur BFM TV. Dans quelques instants, on va revenir sur cette canicule qui gagne du terrain en France. 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge. Dans cette circonstance, toujours très difficile pour les pompiers en Gironde de combattre les deux feux à Landiras et à la Teste de Buch. On en est à quasiment 11 000 hectares de forêt brûlée et des conditions qui ne vont pas s'améliorer demain. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. On vous laisse avec Lionel Top et Jeanne Daudet pour BFM Soir.